Bonsoir à tous, bienvenue sur Trotters TV dans l'émission Trotters Fight Club. Nous en sommes aujourd'hui au deuxième épisode, je suis ravi de vous retrouver. Je tenais tout d'abord à vous remercier de tous les retours qu'on a eus sur le premier épisode. Vous nous avez vraiment fait part de vos retours, de vos commentaires et on a eu de très bonnes réactions. Donc je vous remercie d'avoir suivi. Aujourd'hui, ça va être encore un très beau plateau. Voilà, donc si vous nous regardez sur YouTube en replay, n'hésitez pas à cliquer sur le like, nous faire part de vos retours en commentaire, voire de vous abonner. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance de recevoir, tout comme au premier plateau, encore des grands noms des sports de combat et arts martiaux, des grandes personnalités, de grands champions. Et donc, je vais vous les présenter rapidement. On reçoit tout d'abord Daniel Serfati, mon père. Voilà, donc merci Daniel d'être là. Voilà, ils vont après se présenter à vous, ils vont vous raconter un petit peu leur parcours martiaux juste après. On reçoit Loïc Pora, et là je vais vous dire juste comment je les ai connus pour l'instant. C'est que Loïc, ce qui est drôle, c'est qu'il m'a vu tout petit. Voilà, Loïc, je te remercie d'être là. Merci Loïc m'a vu vraiment petit puisqu'il travaillait aussi avec mon père dans le même club, au Cajun Club. Et du coup, voilà, on remercie Loïc d'être là, vraiment. Merci. Et enfin, on reçoit Gilles Arsène. Voilà, je te remercie Gilou d'être là, qui est comme un grand frère pour moi. On se connaît depuis plusieurs années, voilà, qui m'a beaucoup aidé dans plein de choses et qui est toujours là de bons conseils, voilà, quoi qu'il arrive. Mais au-delà de ça, maintenant, je vais les laisser se présenter et ils vont vous raconter pourquoi ce sont des grandes personnalités, pourquoi ce sont des grands champions des arts martiaux et sports de combat. Mais avant cela, juste une chose, je voudrais quand même remercier cette émission et la vie pour m'avoir donné la possibilité aujourd'hui d'interviewer mon propre père. Quand même, c'est une chance, c'est un honneur, puisque c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on fait cette émission, puisque si on va de fil en aiguille, j'aurais pas fait de sport de combat, je ne serais pas devenu, bon, on va pas dire champion, c'est un grand mot, mais quelques médailles en sport de combat, voilà. Et après, fait une chaîne YouTube notamment, etc. Je ne serais pas arrivé là, tout simplement, sans mon père Daniel Serfati, donc c'est un grand honneur pour moi. Merci papa pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, pendant l'émission, je vais t'appeler Daniel. Tu permets papa, je vais me lever pour te faire un câlin. Ah. Séquence émotion. Merci. Oui. Merci. C'est bien, on va le faire de ton fils. Donc aujourd'hui, pour l'émission, exceptionnellement, je t'appellerai Daniel, mais voilà. Ça pique un peu. Voilà. Non. Donc nous allons continuer maintenant, on va poursuivre notre émission. Et donc, comme je vous le disais, je vais les laisser se présenter. Tout d'abord en nous racontant leur parcours martiaux, comment ils ont commencé, qu'est-ce qui leur a donné envie de commencer, qui a allumé chez eux cette flamme des sports de combat et arts martiaux. C'est ça qui nous intéresse, savoir d'où ça vient, d'où ça provient, comment en sont-ils arrivés jusqu'où ils sont aujourd'hui. Donc on va commencer par toi, Daniel. Donc si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours martial. Moi déjà au départ je faisais du foot, j'ai fait du kendo et à l'âge de 10 ans j'ai commencé le karaté dans les années 70. Il n'y avait pas de cours enfants, ça n'existait pas les cours enfants. Donc j'ai été directement au cours adulte. C'était mon frère aîné qui m'a emmené, qui était l'assistant de Serge Chouraki. Et j'ai commencé directement dans ces cours-là, les cours adultes. D'ailleurs c'était très dur. Et voilà comment j'ai commencé le karaté. Et du coup après je me suis accroché et ça m'a plu. J'ai continué. J'ai fait beaucoup de compétitions, tout petit. J'ai gagné beaucoup de compétitions. Je suis devenu après rapidement international dès les juniors, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de compétition enfant. Ça commençait directement à l'âge de 18 ans, les compétitions. Donc je suis rentré, j'ai fait beaucoup d'interclubs, et à l'âge de 18 ans, je suis rentré directement, j'ai fait beaucoup de titres. Je suis rentré en équipe de France junior, et c'est la première année, j'ai fait, dans les années 75, champion de France junior et vice-champion d'Europe junior. Donc dès les premières années de compétition, et puis après, voilà, de fil en aiguille, j'ai continué l'international, j'ai fait du karaté contact, j'ai touché à beaucoup de disciplines, et puis voilà, donc après j'ai continué dans l'enseignement, et voilà. T'es humble parce qu'il n'est pas tout jeune ton père quand même, et Ouais, il a su résumer ça en en 2 minutes. Hein. C'est clair. Ouais, il y a plein de choses parce que on n'a pas trop le temps non plus, je pense. Bon, en donc tout j'ai cas, résumé. de toute façon, on va revenir au fur et à mesure. Hein. Tu vas poser quelques questions, donc tu auras le temps de plus développer. Ok ? D'accord. Loïc, donc c'est à toi. Si tu peux nous raconter ton parcours martial. J'ai commencé par le karaté Shotokan, à l'âge de 11 ans. Et qu'est-ce qui m'a fait découvrir cette activité ? Je suis un peu la génération Bruce Lee. Regardez Bruce Lee sur des magnétoscopes, chose que les jeunes ne connaissent pas. Et donc, du coup, mon père a pu m'inscrire à un club de karaté. C'était en bas de chez moi.
Et j'ai commencé le karaté parce que j'ai forcé ma mère à aller voir Karate Kid, le moment de la vérité. Et là, actuellement, merveilleux pour moi parce que c'est une série qui ressort à la télévision avec les mêmes protagonistes et on reprend tous les codes de cette série-là et ça me rappelle trop de souvenirs. C'est gentil, ça. Et donc du coup voilà, j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 11 ans, et j'étais déjà passionné de ça. Si j'avais pu commencer plus tôt, j'aurais voulu commencer plus tôt, mais mon père me disait non mais fais du tennis, fais du handball, voilà, enfin, bref. Mais bref, karaté. Ensuite, on était une génération où on se battait beaucoup à la sortie de l'école, surtout dans le quartier où je vivais. Et le karaté n'était pas assez suffisant pour moi, à mon goût, pour pouvoir m'exprimer. Et il y avait un club de taekwondo où il y avait ce côté chaos system. Okay. Et donc, j'ai fait longtemps du taekwondo. Et en parallèle de ça, dans le club où je faisais du taekwondo, c'était un gymnase municipal, il y avait un mec qui faisait un peu du n'importe quoi, de la bagarre de rue, etc. Ça m'intriguait. Et une fois que j'ai eu ma ceinture noire de taekwondo, j'ai voulu pratiquer cette activité qu'il faisait. Ça s'appelait du Daoshu. Vraiment, il n'y avait qu'un seul club en France. Ouais, bien entendu. Et cette personne-là, en fin de compte, faisait les prémices de ce qui s'appelait le free fight, le NHB, qu'on appelait le No Horse Bar, le Vale-Tudo au Brésil. Voilà. Okay. Et il est parti s'expatrier en Hollande. En Hollande, il a rencontré Bas Rutten. Et de fil en aiguille, il m'a fait venir en Hollande. Je me suis entraîné avec Bas Rutten. Et quand je revenais en France, il m'a montré ce que j'avais appris, les 2-3 trucs que j'avais appris. Et c'est comme ça qu'est né un petit peu le MMA à la française, qu'on avait dénommé le Pancras à l'époque, au milieu des années 90, et puis 95, 16, 17, 18, eh ben, j'ai connu aussi Gilles, qui lui était sur aussi un peu la même partie, mais partie côté un peu jiu-jitsu brésilien. Et puis, bah voilà, on a 51 ans, toi, tu dois être beaucoup plus vieux que moi, je pense. 54. Voilà, ouais, tu fais plus vieux en plus. Et donc du coup, depuis ce temps-là, on est toujours dans les sports de combat, les arts martiaux et le MMA en l'occurrence pour ma part. Voilà. Super, bah écoute, merci beaucoup Loïc, et comme pour mon père, je reviendrai sur toi après pour te poser encore quelques questions, parce que j'ai beaucoup de choses à te demander. Gilles, ou Gilou, mais je vais dire Gilles aujourd'hui, comme pour mon père. On va rester professionnel, donc peux-tu nous parler de ton parcours martial? Quand j'étais petit, j'étais gros. Donc ma mère, femme très énergique, ne voulait pas que je reste comme ça, donc elle m'a obligé à faire beaucoup de sport. Donc je n'ai pas fait de sport parce que j'avais des besoins, etc. Non, j'ai fait du sport pour perdre du poids. J'ai fait du judo et de la natation, donc je faisais du sport tous les jours. J'étais pas très bon en natation, forcément. En judo, je m'exprimais un peu plus. Et puis au final, j'ai commencé à faire des compétitions. Bon, c'était en minime, enfin bref, c'est ces âges-là. Et je me débrouillais bien, parce que je passais départemental, régional, interrégion, bref. Et puis malheureusement, vers 15 ans, j'ai eu un problème cervical. Peut-être suite ou pas, on ne sait pas trop, au judo, ou une chute, enfin ça peut arriver. Et là, j'ai eu une grosse intervention. Ça m'a quand même, on va dire, bloqué pendant 2 ans, puisque j'ai eu plusieurs opérations. Et puis j'ai repris les sports après, mais là j'avais une appréhension pour le judo, à cause du côté un peu trop contact, et puis par rapport à mon dos aussi. Mais j'avais besoin quand même que ça cogne. Donc je me suis orienté sur la boxe. Donc j'ai boxé un petit peu en amateur, en anglaise. Et donc de là, avec mes études, j'ai eu du mal à pallier aux deux. Donc j'ai arrêté de boxer. Enfin, j'ai continué à le faire en loisir. Et c'est là que j'ai repris le judo, parce que j'avais perdu l'appréhension. Et donc en reprenant le judo, évidemment, c'était dur de refaire une vraie carrière de judoka, parce que le niveau, il est énorme. Donc j'ai repris le judo gentiment, en loisir. Et de là, le jiu-jitsu brésilien est arrivé, à travers les vidéos de l'UFC, etc. Et surtout la venue de Rickson Gracie, par le biais de Guy Mielo, qui est vraiment celui qui a apporté le jiu-jitsu brésilien en France. On ne parle pas assez de lui, mais moi j'aime bien le rappeler. Et donc là, en 1995, premier stage de Rickson à Paris, et ensuite stage à Vincennes. Et Guy Mielo propose au premier stagiaire de partir vivre une aventure au Brésil, à savoir participer au premier championnat du monde de Jiu-Jitsu, et puis surtout s'entraîner, découvrir les académies. C'était ça le plus important, parce que vu qu'on n'avait aucun niveau, on n'espérait pas faire quelque chose. Donc nous sommes partis là-bas, et puis c'était une grosse expérience, une vraie expérience. On est revenu ensuite, et c'est là que l'histoire du Jiu-Jitsu brésilien, parisien, je précise, hein, parce que encore une fois, les frères Fernandez l'ont fait, David Giorgetti dans le sud l'a fait, Emmanuel Beribi à Carcassonne l'a fait, j'en passe,
Raphaël Schmitt, il l'a fait en Strasbourg. Bon, il n'y avait pas qu'à Paris, hein, parce que toujours on est focalisé sur l'Île-de-France, mais il n'y a pas que là que les choses se passent. Bref. Et donc de là, l'histoire elle a commencé, du jiu-jitsu brésilien. Donc on faisait des stages, on s'entraînait. C'était compliqué parce qu'on n'avait pas beaucoup de technique. De son côté, Loïc, que je connaissais, lui démarrait l'histoire du pancrace, mais surtout pour moi du MMA français, parce que 100% des pionniers du MMA parisien sont entraînés avec Loïc, donc moi aussi. Et moi je partais en catimini du Cercle Tissier pour m'entraîner sans kimono et apprendre les clés de talon au Gaijin. C'était à l'époque au Gaijin. Donc voilà, donc c'est pareil, ça c'est une expérience un petit peu vécue à deux. Et donc pour le jiu-jitsu, de là, les stages, les premières compétitions, les voyages au Brésil, et puis ensuite le MMA qui est arrivé. Donc j'ai combattu en MMA. J'avais déjà fait des open mixtes dans les règles de Kempo. C'est vrai que j'avais une petite expérience parce que j'avais fait 3 open mixtes et j'ai gagné les 3. La boxe anglaise m'avait beaucoup aidé dans ces open, parce que c'est vrai que j'avais surtout affaire à des pratiquants d'arts martiaux et moi avec mon petit niveau de boxe et puis mon judo, je me débrouillais plutôt bien. Et donc finalement, le MMA, ça m'a parlé, parce que je me suis dit, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Et puis, mais j'étais encore jeune, donc on m'a pas proposé de combat. Je parle trop? Non, mais je rigole, vas-y. Coupé. Vas-y, continue. Bref. Bonjour, je m'appelle Gilles. L'émission était très sympathique, merci. Bon, Gilles, tu voulais ajouter quelque chose ou on revient après en détail sur les questions? On va revenir en détail sur les questions. Merci beaucoup pour la présentation de vos parcours martiaux. Et du coup, maintenant, on va arriver à ma deuxième partie où je vais aborder des thématiques personnelles, mais aussi qui vous relient entre vous. Et donc, je vais vous poser quelques questions et vous allez devoir m'expliquer certaines choses en détail. Donc, la première chose que je vais vous poser, cette question, c'est pour Gilles et Loïc, puisque c'est un peu le sujet dont tout le monde parle en ce moment, c'est le MMA. Donc, je sais, et il faut le rappeler, il faut que les gens s'en souviennent, que Gilles et Loïc, vous faites partie des pionniers du MMA en France. Vous faites partie de ceux qui ont été les premiers à en faire, à l'amener, à combattre. Et donc, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu cette histoire. Voilà. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole entre Gilles et Loïc. Je pense que c'est plutôt Loïc que moi, parce que moi, c'est Jiu-Jitsu qui est venu au MMA, alors que Loïc, c'est vraiment le MMA au départ. Donc, écoute, le MMA, comment on est arrivé à faire le MMA en France? En fait, il y avait beaucoup de noms qui déterminaient un petit peu l'activité tridimensionnelle. Percussion, projection, travail au sol, et qui avait des dénominations vraiment différentes. On appelait ça le Vale-Tudo au Brésil, on appelait le NHB, donc No Holds Bar aux États-Unis, qui veut dire sans retenue. On avait du mix fight, moi j'ai combattu en mix fight, voilà. Les règles étaient vraiment pas communes. J'ai fait un championnat d'Europe, je me prépare normalement et c'était en Hollande, arrivé au moment du combat, le mec il dit non mais il faut mettre un kimono. Ah bon d'accord, donc du coup j'ai mis un kimono, heureusement je m'entraînais un peu avec J pour avoir des petites notions avec le kimono. Donc c'était assez folklorique, faut le dire. Et puis il y avait une personne au sein du ministère des Sports qui s'appelle Henri Herbin, qui était en charge du développement des nouvelles activités qui arrivaient sur le territoire français. Et notamment, il y avait 2 activités dans lesquelles il voulait avoir un œil attentif, qui étaient la capoeira et le free fight. D'accord. Et donc, du coup, on avait des réunions assez importantes avec lui. Et c'est là, avec une autre personne dans ses bureaux, où on a commencé à parler, à dire non, attendez, nous, en France, on ne fait pas de free fight. Il n'y a pas des percussions comme ça, n'importe comment, etc. Nous, on fait du pancrace. D'accord. Ah bon. Et le pancrace, pourquoi? Parce que le pancrace était une activité qui était reconnue historiquement, qui était dans le dictionnaire, qui était en plus européen, activité des gladiateurs des temps antiques. Et donc, du coup, on leur disait, voilà, on a le droit de faire ce qu'on peut avoir en kickboxing, boxe thaï, on peut faire ce qu'on arrive à faire avec la lutte et le judo. Par contre, au sol, on va travailler plutôt dans le type jiu-jitsu traditionnel, parce qu'à l'époque, on parlait de jiu-jitsu traditionnel, voire jiu-jitsu brésilien. Et donc, le terme s'est lancé comme ça en France avec le pancrace. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, on était tous fans de l'UFC et du Pride.
parce que c'était les deux grosses ligues qui étaient connues à travers le monde. Il y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas d'internet, donc on était fin des années, voilà, fin des années 90. Donc du coup, il y avait vers Opéra, il y avait un magasin qui louait que des cassettes vidéo du Japon. Et on y allait, on prenait des cassettes vidéo, donc c'était les combats de Jérôme Le Banner pour le K1, et il y avait du pancras, du shootboxing, enfin plein de trucs, et on regardait ça, c'était incroyable, quoi. Voilà. Et puis, petit à petit, l'UFC a commencé à mettre des règles, et les règles ont suivi aussi tous les pays à travers le monde. Mais par contre, en France, on était toujours sous on va dire un light MMA, parce qu'on n'avait pas de percussion au sol. On n'avait pas le droit de faire des compétitions avec des percussions au sol. Donc tous les Français allaient combattre les pays limitrophes, donc l'Angleterre, la Belgique, la Suisse. C'était essentiellement ces pays-là. La Russie aussi pour certains d'entre eux, des fois aussi plus loin au Japon. Et puis voilà, ça s'est développé au fur et à mesure. Et c'est vrai que bon, sur la place parisienne, j'étais un des pionniers, avec après des gens comme Mathieu Nicourt, à l'époque aussi Daniel Cognam, Gaël Kohadik, enfin voilà, tout ce monde s'est un petit peu mélangé, a pris des voies aussi différentes, sur du jiu-jitsu brésilien, du MMA. Le nom du club de Mathieu Nicourt s'appelle Free Fight Academy, donc FFA, Free Fight Academy, parce que c'était l'époque le Free Fight. Ouais, bien sûr. Voilà, c'était tout un parcours, et puis on a eu cette chance en 2020, voilà, sous l'impulsion de Laura Flessel, ancienne ministre des Sports, et ensuite Roxana Maracineanu. Le MMA a su avoir ses lettres de noblesse et se faire légaliser en France en 2020. Voilà. Donc maintenant, ça va faire 4 ans, bientôt 5 ans, que le MMA existe en pleine activité au sein d'une fédération qu'on appelle la FMMAF, Fédération de Mixed Martial Arts française. Et donc du coup, voilà, avec beaucoup de compétitions, des grades, des coachs, des clubs, voilà. Et donc on est très content et c'est que le début. Mais du coup, la question que je voulais te poser, c'est quand tu combattais toi en pancrace par exemple, est-ce qu'il y avait le droit d'avoir des tournois en France ou tu devais partir à chaque fois dans d'autres pays? Ceux qui voulaient faire de la compétition, on va dire, de manière un peu à haut niveau, c'était vraiment l'envie d'aller combattre. Et donc, du coup, on allait dans des galas, notamment en Hollande, en Belgique, en Angleterre. Et puis, on découvrait des fois les règles. Et puis, il n'y avait pas de niveau. C'est-à-dire que moi, à l'époque, mon premier combat officiel en pancrace MMA, c'était en Belgique. J'étais à 94 kilos et mon adversaire faisait 113 kilos. Ah ouais, il n'y avait pas de catégorie de poids et c'était un combat qui durait en un seul round de 15 minutes. Ouais, c'était un peu bizarre. Vrai, il n'y avait pas de coup de poing au visage, c'était des mains ouvertes. C'était assez bizarre. Vraiment c'était pancrace un petit peu, ouais. Et puis, moi aussi, à côté de ça, j'organisais des compétitions de pancrace, notamment à Fresnes et à Bonneuil. Ah oui, donc en France quand même. Ouais, et puis on a toute une génération de jeunes qui sont moins jeunes maintenant, mais qui ont combattu, comme Grégory Baben. On a pas mal de gens importants. Malik Silla aussi, qui avait combattu sur ces compétitions, qui est commentateur sportif sur Canal+. Et donc, du coup, voilà, on essayait de faire avancer les choses. Sur des compétitions, on va dire, édulcorées en France. Et puis, pour certains d'entre nous, on allait à l'étranger pour faire des compétitions de plus haut niveau. Et là, il fallait être, comme on dit, les avoir bien accrochés, parce que tu savais jamais qui t'avais affaire. Bien sûr. Il n'y avait pas d'internet. Donc, tout ce qui était idée de game plan, pour nous, ça ne nous parlait pas, parce qu'on ne savait pas qui c'est qu'on allait combattre. On n'avait aucune vidéo, on n'avait rien du tout. Donc, c'était vraiment la grande découverte. Voilà. Donc, c'est vrai que on était un peu des charbonneurs. On allait à l'aventure et c'était la passion. Et il fallait qu'on s'entraîne fort pour pouvoir assurer un maximum derrière. Ok, super. Écoute, je te remercie. Gilles, toi, tu as fait le Pride et tu as aussi combattu à Bercy en MMA. Enfin, du coup, quand tu as combattu à Bercy, on appelait ça du pancrace ou on commençait à appeler ça du MMA. Alors, quand tu avais combattu à Bercy, je me souviens de ces combats. Alors, l'histoire pour compléter Loïc, c'est que c'est vrai qu'au niveau des compétitions en France, il y avait différents courants. Il y avait le courant du Kempokan, des règles de Kempo. Et donc, moi, Anthony Rea, je parle des plus connus, on va dire Jean-François Lenog, David Baron, plus tard, Targaï. Voilà. Donc, nous, on est passé par ce courant-là, de règles de Kempo. Donc, c'est des combats. Mais on était en kimono. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même un peu comme le pancrace. Hein, c'est vraiment les origines. Après, il y avait la lutte contact.
Christian pareil, avec voilà, Christian Ribert. Donc là, c'était, je pense quand même, c'était un peu plus haut, de haut niveau le contact. Parce qu'il y avait des champions, on va dire, des gros champions qui y participaient, donc Cyril Diabaté d'ailleurs. C'était vraiment la première, si je peux rajouter un élément, la lutte contact, c'est vrai qu'on oublie un peu. Ouais. Mais c'était avec les Golden Trophy. Ok. C'était la première compétition médiatique tridimensionnelle. D'accord. Ok. C'est-à-dire, il y avait vraiment déjà, il y avait une tenue, un kimono sans manches. Ok. Il y avait aussi, c'était sur une plateforme, donc un tatami surélevé. Il y avait vraiment des codes assez sympathiques. Et puis, c'était une des premières compétitions qui avait pu passer, je crois, à la télé, de toute manière, ou en retransmission sur une chaîne télé. Ouais. Ouais. D'accord. Donc Ok. voilà, donc d'un côté le Kempo et la lutte contact, et puis par la suite, le Pancras est arrivé, donc avec Stéphane Hatch, hein, qui a beaucoup fait, parce que c'est un peu grâce à lui que tous les combattants, même de MMA présents, ont pu grandir, hein, parce que moi j'ai longtemps commenté ces combats. Et donc là, voilà l'histoire un petit peu du MMA en France. Et pour Bercy, c'est un peu différent, c'est un cas particulier, Bercy. Patrick Lombardo, qui est une personne importante qu'on oublie aussi, était à l'époque le rédacteur en chef de Karate Bushido, en fait, a communiqué sur le MMA. C'est lui qui est le premier à en parler dans les magazines, etc. Et donc Patrick, qui était aussi qui était le patron du Kempo français. Après, il est parti, il a créé le Ponkido, etc. Bon. Donc c'est lui qui a les compétitions de Kempo auxquelles on participait, c'est lui qui en a eu l'idée au début. Hein. D'accord. Pas l'oublier. Et donc Patrick a décidé un jour, il était très fan de Rickson, tout ça, des bases du MMA. Et on a décidé d'inviter Funaki, qui avait combattu Rickson donc au Japon. Funaki, qui est un des meilleurs combattants japonais de Pancras, mais MMA, règle MMA. Donc Patrick décide d'inviter Funaki, et là, il a l'idée de faire des combats. Puisqu'en fait, c'était une soirée spéciale, la soirée des combats de Bercy. Donc, il y a eu du karaté Shotokan avec Christophe Pina, il y a eu Kyokushinkai avec Fabrice Fourmont, je parle des Français. Et là, il a dit, on va proposer 2 combats de MMA, mais en catimini. Exhibition. Alors, le problème, c'est que 15 000 personnes, c'est pas en catimini. Et donc, là, le problème, c'est que légalement, c'est pas interdit, mais c'est pas non plus autorisé. Donc, il y a un vide juridique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, Patrick ne communique pas sur le fait qu'il y aura des combats de MMA, parce que là, ça aurait été une catastrophe. Il parle d'exhibition, puisqu'il y a eu effectivement une exhibition de Funaki et son élève durant le festival. Et à la fin, il a placé les 2 combats, mais tout à la fin. D'accord. Voilà. Et donc là, les gens, malheureusement, à l'époque, n'ont pas compris ce qui se passait, Ok. puisque Anthony Rea et moi-même avons combattu. On est content de cette prestation parce que nous, on était un peu les faire-valoir des Japonais, il faut dire franchement les choses. Là, il y avait 2 Japonais professionnels qui se déplaçaient, qui ont été payés, hein, ne vous inquiétez pas. Il y avait le président Ozaki du Pancras Japon qui était aussi présent, parce que pour eux, c'était important ce qui se passait. C'est vraiment la délégation japonaise en déplacement. Donc, on a combattu. Grâce à Dieu, on a gagné, tous les 2. C'est beau. C'était un peu la surprise, en fait. C'est beau. Les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé parce qu'ils ont vu des vrais combats. Du sang, parce que malheureusement, ça a tapé fort, des KO, il y en a eu. Et donc, ils se sont dit, attendez, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vrai que le plus partie du public, et ça, je le comprends, ont très mal perçu ce qui s'est passé. Puis ils n'étaient pas C'est intéressant, éduqués. ça, exactement. C'était tellement nouveau. Je savais pas ça, que c'était une surprise pour le public. Oui. Donc Ah ouais, c'est bien, carrément. c'est Même pour nous, hein, Ouais. qui connaissent. Alors, les gens du milieu n'ont pas compris parce qu'ils se sont dit, mais on comprend pas. Alors, moi, j'ai entendu des choses innommables en disant que non, les Japonais étaient venus faire des démonstrations et nous, on les avait mis KO. Non, mais vous pensez honnêtement, ne serait-ce qu'après le premier combat, il n'y aura pas eu un scandale. Faut être un peu sérieux. Exactement, il y aura pas eu le deuxième. Bref, non, c'est que les Japonais, on leur a dit, on fait 2 combats, voilà, 2 professionnels, et on a gagné. Donc, ce qui est très bizarre, c'est que moi, je me souviens toujours du fait avec Anthony, on était très contents de nous, parce qu'on a fait ça vraiment de manière humble. Parce que nous, on n'était rien du tout. Ouais, c'est ça. Le MMA français était rien du tout. On nous a donné, Patrick nous a donné l'opportunité de combattre à Bercy face à des Japonais. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir affronter des professionnels japonais. Donc on y a été, comme on dit, la fleur au fusil, quoi. Bien sûr, ok. Et on était des petits champions. Moi, j'étais ceinture bleue de jiu-jitsu. Ouais, c'est Donc on n'était rien du tout. Même en jiu-jitsu, moi, j'étais rien. Enfin, j'avais un niveau français, c'est-à-dire un niveau... voilà, très moyen par rapport au Brésil ou quoi que ce soit. Ouais, c'est beau. Donc on a gagné, mais ce qui m'a un peu déçu par la suite, c'est que on n'a pas vraiment eu la reconnaissance qu'on a mérité pour ça. C'est que c'est des combats qui ont été un peu étouffés dans l'histoire, bien sûr, en fallait disant, que ce soit caché, voilà, c'était- oui, mais bon, c'était un peu particulier. Ouais, et moi, je leur dis, vous savez, combattre à Bercy, 15 000 personnes, un Japonais professionnel,
c'est une expérience. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, tout combat est difficile, hein, même au fond d'une grange, c'est pas la question. Mais donc, je pense qu'on a vu quelque chose de particulier. Et suite à ça, alors je précise bien une chose, moi, j'ai pas eu de carrière en MMA. Moi, j'ai eu des opportunités en MMA. Parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le jiu-jitsu. Donc, j'ai participé à des combats mixtes, voilà, pour l'idée du MMA, l'idée de mixer, qu'est-ce que c'est avec des règles, voilà. J'ai combattu à Bercy. D'ailleurs, j'ai précisé dans le magazine Karaté Bushido, après le combat de Bercy, moi, je veux poser en kimono. Et j'avais dit à Patrick Lombardo, je veux que tu marques. Voilà, je suis d'abord un pratiquant de jiu-jitsu. Donc, je voulais orienter déjà ma vision des choses. Anthony, lui, il voulait faire une carrière de MMA. Donc, voilà. Et par la suite, j'ai eu la possibilité, elle ne se refuse pas, de combattre au Japon. Non pas au Pride, mais en Pancrace, puisque j'ai été invité à faire une revanche au Japon. Ça n'y a pas grand monde qui le savent. Donc, bon, c'était pas le même que je reprenais. C'était autre chose. Et à l'époque, je commençais à fréquenter Jérôme qui me dit, je crois pas que ce soit une bonne idée que tu ailles combattre au Japon pour 500$ avec un type qui va sûrement te casser en deux. Donc, attends un peu, sois patient. Et il a eu raison, quelque part. Voilà mon expérience du MMA. Et c'est arrêté là, parce que malheureusement, comme au Pride, j'ai pris une fessée. Tout s'est arrêté. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Loïc pour ce retour et cette histoire qui est vraiment très intéressante, hein, puisque c'est vrai qu'au début, comme tu dis, c'était vraiment caché, et puis au fil du temps, ça a pris la lumière qu'on connaît aujourd'hui. Je vais en arriver à toi, Daniel. Donc toi, au-delà du karaté, je sais que tu as toujours fait plein de sports de combat, notamment. Et donc tu vas nous raconter un petit peu ça, ton parcours, ton chemin des arts martiaux. Et ensuite, je sais que tu as fait aussi, c'est toi qui as lancé en France le karaté contact. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler de tout ce que tu as fait un peu comme autre sport de combat, à part le karaté? Puisque le karaté, on sait, mais tu as fait aussi d'autres choses, non? Ouais, bah déjà le karaté, oui, j'ai fait pas mal de résultats, parce que comme j'ai dit, j'étais international junior et international senior aussi. Donc j'étais plusieurs fois champion de France, champion d'Europe en karaté traditionnel et champion d'Europe en karaté contact à main nue. Voilà. Donc là, c'était vraiment sans gants, c'était pour la fédération japonaise. Donc là, c'était vraiment le chaos et sans gants. Donc ça, c'est encore autre chose. De là, comme j'étais bien placé dans le contact, j'ai continué, j'étais champion de France aussi en karaté contact. Et ensuite, j'ai lancé ma fédération de contact, la FAMC, la fédération d'arts martiaux contact. Donc plein de champions venaient, donc Diabaté, il venait, il y avait Krim Amitech qui est venu, plein de champions, il y avait tous les styles de combat. Karim Gadji aussi, juste avant, nous disait qu'il venait de l'émission, juste avant, le grand champion de kick. Il y a plein de monde qui venait, et je voulais en faire une fédération professionnelle, ça n'a pas été le cas. Mais plein de champions venaient, il y avait toutes les disciplines qui venaient, il y avait toutes les boxes, tout le karaté, le kung-fu, enfin tout sport de combat, sauf évidemment le MMA, parce qu'à l'époque, c'était pas encore reconnu. Et donc voilà, j'ai monté cette fédération. La fédération française a voulu me reprendre, j'avais refusé. Et de là, Dominique Valera l'a repris au sein de la fédération française de karaté. Donc voilà mon parcours. Ok, mais au-delà de la fédération d'arts martiaux contact, ce qui t'a donné envie de faire ça, c'est que toi, t'avais fait du kickboxing. Voilà, c'est parce que j'ai touché à tout. J'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait boxe thaïlandaise, boxe française, boxe anglaise. Enfin, j'ai fait toutes les boxes en fait avec des grands champions aussi, hein, qui étaient très connus, qui m'ont bien monté dans ces disciplines. Avec Valera, j'avais été en première série professionnelle de boxe américaine. Mais bon, c'était en parallèle du karaté, parce que moi, ma base, c'était le karaté, qui m'a toujours plu. Et donc voilà, j'ai participé à plein de compétitions contact, mais comme j'ai dit, j'ai continué ma lignée du karaté traditionnel. Ok. Mais justement, je sais que dans le karaté, des fois, tu as été disqualifié carrément parce que tu t'emportais un peu trop contact déjà dans le karaté traditionnel. Le problème, c'est que j'ai perdu des titres aussi à cause du karaté contact, parce qu'en traditionnel, comme il fallait contrôler, il y a des fois... Le karaté, on contrôle ce qu'on disait avant. Donc malheureusement, des fois, je ne contrôlais pas, donc ça m'a fait perdre des titres. Mais c'est pas grave, je me suis amusé, je me suis fait plaisir, j'ai touché à tout, c'était le plus important. Eh ben super, eh ben écoute, merci Daniel pour ton retour. Et comme je vous le disais, ce qui est intéressant, comme vous le voyez avec ces trois grandes personnalités, l'intérêt de cette émission, c'est de prendre des champions et championnes
qui aussi nous parlent du fait qu'ils ont touché un petit peu à tout. Et c'est ça qu'on aime dans cette émission. C'est l'interdiscipline, c'est ne pas se cantonner, se fermer, s'ouvrir aux autres disciplines, aller essayer un petit peu autre chose, et notamment ici, parler des autres disciplines. Et là, vous le voyez au travers de ces 3 grands champions, donc je suis très content. Et donc maintenant, on va passer à une autre thématique personnelle. Donc je vais revenir à toi, Gilles. Et donc, Gilles, toi, ta grande vocation, ta grande mission, effectivement, c'est le jiu-jitsu brésilien. Tout à fait. Je sais que tu es du coup maintenant impliqué. Tu vas nous expliquer comment exactement le poste et ce que tu fais à la CFJJB, la Fédération française de jiu-jitsu brésilien, qui est présidée par monsieur David Giorgetti. D'ailleurs, on lui passe un grand bonjour puisqu'il nous a beaucoup soutenus pour la première émission. Il a repartagé, on est rentré en contact et je suis sûr qu'il viendra nous voir bientôt. Donc Gilles, je vais te laisser nous parler un petit peu du jiu-jitsu brésilien, de la Fédération française de JJB. Donc raconte-nous un petit peu tout ça. Qu'est-ce que tu fais et comment tu le développes? Alors on peut faire un parallèle un peu avec la fédération, avec le MMA, parce que c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas le problème de légalisation, mais là le fait qu'on soit rentré avec la fédération de judo, c'est un petit peu la même chose quelque part. Voilà, donc c'est un peu la même histoire. Le jiu-jitsu brésilien, comme j'expliquais, ça a commencé à plusieurs endroits, Paris, Cercle-Tissier, avec Christian Derval, après dans le sud, avec David Giorgetti, Manuel Berribi à Carcassonne. Enfin, je ne peux pas parler de tout le monde, je vais en oublier forcément. Mais il n'y avait pas vraiment de fédération. Donc Christian avait l'idée évidemment d'intégrer une fédération, donc il a créé l'association Rickson Gracie. Ensuite, je sais qu'il l'a quitté. Il a été plus vers Flavio Bering, etc. David Giorgetti, lui, il était comme moi. C'était un pratiquant. Il combattait. Ce qui l'intéressait, c'était de progresser. Et David allait souvent au Brésil. Et David avait un très bon contact avec Carlos Gracie Jr., qui est le président de l'IBJF. Donc, c'est le patron, comme on dit. Et donc, c'est vrai que David avait déjà l'idée de structurer quelque chose en France. Mais il n'en parlait pas trop. On va dire qu'il se concentrait plutôt sur sa carrière personnelle de compétiteur. Parce que c'était un champion. Et donc à ce moment-là, un jour, il m'en a parlé vaguement, comme ça. Puis on a créé, en fait, ça a commencé par une espèce d'ersatz de fédération. Il m'a dit, on va créer une ligue tous les deux, la Ligue Méditerranée, donc à Cannes. Et moi, j'étais à Paris. Voilà, on faisait un petit peu une jonction nord-centre-sud. Donc voilà, ça a commencé un peu les prémices d'une confédération de quelque chose. Et de là, ensuite, il a vraiment créé la confédération, CFJB. Et ensuite, la CFJB a évolué, le jiu-jitsu brésilien, comme le MMA, a explosé. Et depuis, alors là, maintenant, on a commencé à devenir, comme on dit, des vrais clients au niveau licencié et compagnie. Donc on a pu intégrer, grâce à Stéphane Nomis, le nouveau président de la Fédération de judo, qui lui avait une ouverture d'esprit, qui n'avait pas l'ancien M. Rouget. Donc il a dit, bon, le jiu-jitsu brésilien, il serait peut-être temps qu'on s'entende avec eux, parce qu'il y a beaucoup de judokas qui sont intéressés, parce que c'est un petit peu, entre guillemets, la même chose. C'est même sport, simplement que les règles font que le judo, c'est plus debout, le JJB, c'est plus au sol. Bon, on va pas rentrer en détail là-dessus, mais c'est la même famille. Et donc maintenant, c'est une histoire qui dure depuis 2 ans, avec la Fédération française de judo. Ça se passe très bien, puisque nous, on est vraiment autonome au sein de la fédération. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec nos règles. Et on ne subit pas les pressions au niveau des grades ou quoi que ce soit. On travaille à la fois avec l'IBJF et à la fois avec la Fédération de judo. Donc ça, c'est ça qui est bien. Et donc ça se passe en fait d'année en année. Bon, les chiffres, grosso modo, là, on a à peu près 30 000 licenciés. Ça augmente d'année après année. C'est beau, hein. C'est vrai. On a pratiquement 450 clubs, outre-mer, etc. Donc là, c'est l'explosion. Mon rôle à la fédération, parce que David me l'a demandé, c'est chargé de développement. Donc voilà, moi je suis là. Mon but, c'est comme j'ai une petite connaissance du sujet, c'est d'aider les clubs qui démarrent et puis voilà, les questions qui se posent. Puis au niveau fédéral, administratif, comment je peux faire pour voir ce qu'on pourra arranger. Donc c'est mon rôle. Et puis être un petit peu aussi de temps en temps, comme maintenant, l'ambassadeur d'une discipline. Très content de cette alliance entre Stéphane Nomis, le président de la Fédération de judo, qui a eu cette clairvoyance vis-à-vis de nous, et David, du travail qu'il accomplit. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est. Parce que maintenant, c'est la CFJB, c'est des compétitions tous les mois, d'accord, dans les grandes villes. Et puis c'est beaucoup de monde, des professeurs, des diplômes fédéraux officiels. Donc voilà, c'est un énorme travail.
Et ça continue, il y a encore des choses à corriger, à améliorer, c'est pas parfait, mais ça ne fait que grossir. Le jiu-jitsu, on le sait, c'est une partie, une des composantes du MMA, donc on aura toujours on va dire des élèves en MMA, et beaucoup de judokas. Donc voilà, tous les ans, encore une fois, on est presque à doubler les licenciés. Ouais, bien sûr, on voit que ça prend beaucoup d'ampleur le jiu-jitsu brésilien. Dans 2 ans, je pense qu'on a 50 000 facilement. C'est top. Bravo pour le travail, Gilles. Et du coup, juste une petite question aussi. Est-ce que tu enseignes toujours le JJB? Puisque nous, comment on s'est connus? On s'est connus au Maccabi Paris, voilà. Où j'enseigne toujours le karaté et toi, tu enseignais le JJB. Aujourd'hui, tu me parlais aussi du pôle. Tu as un pôle, tu interviens en pôle. Alors, c'est une histoire personnelle. Après le Covid, après réflexion, on va dire, j'ai décidé de quitter la vie parisienne. Voilà, donc je travaille à la télévision, pour ceux qui ne savent pas, à RMC, Antoine Simon, donc mon ancien binôme. Et donc, c'est avec une longue histoire, la télé c'est quand même presque 11 ans, entre Combat Sport, SFR, et puis après RMC. Donc, suite à une certaine politique d'RMC, moi ça ne m'a pas plu. Et puis, comme j'en avais un petit peu marre de vivre à Paris, moi, je me suis dit, voilà, grosso modo, j'ai 50 ans, il faut que je fasse qu'autre chose. Une nouveauté. Donc le Maccabi Paris, c'est une très belle histoire. Hein. Je remercie Franck Atia, etc. Maurice Benayoum, c'est des gens. Toute l'équipe. Hein, voilà, on sait vraiment. Je me suis épanoui dans ce club. Le club s'est épanoui aussi avec moi. Donc c'était une réussite pour tout le monde. Donc j'ai quitté ce club, mais voilà, de manière, on va dire saine, parce que je sais que j'ai laissé un beau club, voilà, qui marche, qui est très fréquenté. Et puis donc j'ai décidé de partir dans le sud, m'installer. Et à Carcassonne, parce que là-bas, il y a des amis, Emmanuel Beribi, Jean-Jacques Bukovinski, qui sont des pionniers aussi du jiu-jitsu. Et j'allais en vacances tous les ans là-bas. Et donc, je me suis dit, autant aller dans un endroit que je connais déjà. Et donc, le sud Carcassonne, ça me paraissait bien. Donc, j'ai posé mes valises il y a un peu plus de 2 ans là-bas. Et maintenant, il faut faire des choses. Hein. J'avais pas vendre des gaufres. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Des galipettes. Donc j'ai eu l'idée de créer un pôle régional avec mon réseau. Pôle, hein, tu m'as envoyé les photos. Voilà, avec la fédération. David Georgetti m'a aidé puisqu'il s'est déplacé en personne à Carcassonne pour me soutenir au niveau de la municipalité. Et donc on l'a créé, on a intégré le centre olympique, la Cité des Sports de Carcassonne. Donc là, si vous voulez, le centre olympique, c'est 650 mètres carrés tatami. C'est une grosse infrastructure. Donc nous sommes là, je pense, après l'INSEP, c'est la 2e plus grosse structure en France. Bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que le jiu-jitsu brésilien est là-bas. Je l'ai intégré à titre officiel, fédéral. D'accord. C'est pas sous le judo, c'est vraiment nous qui y sommes. Donc ça permet, donc, quand il y a des formations, quand il y a des open mat, de le faire dans des conditions, voilà, dans une salle magnifique. Donc je suis très content de ça. Voilà. Mon projet a abouti. J'ai co-organisé un événement de MMA aussi à Carcassonne avec Christian Barré. Donc c'est pareil, ça a été d'aventure. C'est bien en plus. Très bien, voilà. Donc on a travaillé avec la fédération de MMA pour ça. Donc c'est pareil, je suis content parce que voilà, j'aime bien faire ce que je dis. Donc on m'a demandé d'organiser un gala avec Christian Barré, on l'a fait. Le pôle, on l'a fait. Maintenant, je reviens un peu plus sur la fédération, dans le sens où maintenant que j'ai fait ce que je devais faire à Carcassonne, je commence à me déplacer. Je travaille pour la fédération, au sens où j'essaie d'apporter mon expérience. Tout le monde en profite. Et puis, parce que maintenant je suis un ancien, donc place aux jeunes. Hein, donc voilà, il y en a même qui ne me connaissent pas, c'est normal. Hein, donc il faut aussi prendre ça en compte. Il faut se mettre un peu dans l'ombre, c'est ce que je fais aussi. Voilà, c'est pareil pour le MMA. Loïc me posait la question, on ne voit plus beaucoup. Et c'est vrai que j'ai décidé, mais sans problème, de mettre un peu en arrière, parce que l'histoire de Gilles Larsen, on la connaît. Donc maintenant, Gilles Larsen, il faut que ça serve à quelque chose. Quoi. Il est important de la raconter ici sur Trotters Fight Club. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça. Mais bon, il faut. Et puis surtout que là, Jérôme Le Banner et moi, comme on est amis depuis 20 ans, c'est pareil, Jérôme co-organise le COF, qui devient le premier événement de MMA français. Il y a plus de 20 dates, voilà, donc c'est une très très belle réussite. Et je suis très content pour lui, qui co-organise, il n'est pas tout seul. Et donc je suis ça, je l'accompagne de temps en temps, Loïc me voit. Encore une fois, je reste dans l'ombre. Et après, moi je travaille pas, hein, je suis invité, mais bon, je pense qu'avec Jérôme, on a des projets en commun de prévus. Top, écoute, super, merci beaucoup Gilles. Je vais faire maintenant, bravo déjà pour tout ça, hein, c'est clair, on voit que ton travail paye, hein, puisqu'on voit l'essor
phénoménal du jiu-jitsu brésilien et de la fédération. Du coup, maintenant, j'en reviens à toi, Loïc. Comment tu as eu envie d'arbitrer? Comment ça se passe pour toi? Comment on devient arbitre de MMA? Voilà. Alors, beaucoup de questions. Pour reprendre un petit peu à une des premières questions, comment j'en suis arrivé à arbitrer? En fait, j'avais organisé à l'époque pas mal d'interclubs. Vraiment au tout début, vraiment avec des élèves qui avaient monté un niveau, comme même des amis comme Cyril Diabaté, etc. Donc on faisait des échanges, on faisait des interclubs. Et très souvent, c'est moi qui arbitrais le combat, parce que comme j'organisais un petit peu le truc, j'arbitrais, c'était pratique pour tout le monde, etc. Et puis, de fil en aiguille, à un moment donné, je combattais toujours. Et en 2003, à un moment donné, à l'entraînement, on préparait une compétition, un événement qui s'appelait, le Catch Warriors. C'était Angleterre-France. Il y avait la plupart des champions français qui allaient combattre contre des Anglais. Je devais participer donc à cet événement. Et avec un de mes amis, qui est toujours un ami, qui est un très très bon coach, Boris Johnston, qui entraîne notamment Saladin Parnasse, etc. On se fait un dernier sparring et je me casse une deuxième fois le genou. Voilà, rupture des ligaments croisés. Donc du coup, je suis à out pour le gala. Et l'organisateur, qui était Grégory Huot, en co-organisation avec l'Angleterre, me dit, écoute, à ce moment-là, tu peux pas combattre. Mais est-ce que tu peux arbitrer? Je dis ouais, j'avais déjà fait ça comme ça et tout. Je dis oui, pas de souci. Moi, je voulais participer à l'aventure et je me sentais capable d'arbitrer. Ça me posait aucun problème. Et donc ça a été ma première sortie, on va dire professionnelle d'arbitre. J'ai pas été payé sur ce truc-là, mais je cherchais même pas à être payé parce que c'était vraiment participer à l'aventure. Et pour l'anecdote, j'avais arbitré le deuxième combat de Giant Silva Bigfoot. Pourquoi l'anecdote? Parce que l'année dernière, il a fait un de ses derniers combats à Grenoble en MMA et j'ai arbitré son combat. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit tu te rappelles pas de moi? Alors, il a fait, c'est un personnage, il a fait plein de combats, notamment à l'UFC, etc. Et il me dit je suis désolé, non. Je lui dis écoute, tu te rappelles, tu avais combattu en Angleterre, ton deuxième combat de MMA? Et il me dit ouais, c'est moi l'arbitre. Il me fait non, et là je vais t'arbitrer ce soir. Il me dit non, génial et tout, marrant. En brésilien, tu vois. Alors, il m'a pris dans ses bras, il a fait le tour comme ça. C'était génial. Et je l'ai arbitré. Malheureusement, il a perdu sur ce combat. Mais c'était rigolo parce qu'il s'était passé 20 ans. 2003, 2023, 20 ans de parcours différents, lui en tant que combattant, etc. Et puis au final, je l'ai arbitré, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu par rapport à comment j'en suis devenu à l'arbitrage. Ensuite, pourquoi l'arbitrage ici en France notamment? En 2020, Lionel Brézéfin, qui était en charge du développement du MMA au sein de la Fédération française de boxe anglaise, cadre d'État donc, m'a dit, écoute, voilà, je suis obligé de faire une première équipe d'officiels de MMA, comme tu es l'un des plus expérimentés, parce que j'étais un des seuls à avoir vraiment arbitré en MMA. Parce que beaucoup de Français avaient arbitré, mais en France, donc notamment du pancras. Moi, j'avais eu la chance d'arbitrer en Russie, sur le M1, tout ça. Donc, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, j'avais arbitré aussi. Et donc, du coup, il m'a demandé de faire partie de l'équipe des officiels. On était une vingtaine. Okay. Voilà. Et donc, on a aussi développé toute une réglementation autour du MMA, avec une grosse base de la réglementation ABC, qui est la commission américaine qui gère le MMA au sein de la réglementation. Et donc me voilà de nouveau propulsé comme arbitre de MMA en France. Voilà. Et puis suite à ça, j'ai fait une belle formation avec l'un des plus grands arbitres internationaux, Marc Godard, qui a mis en place une formation qui m'a permis ensuite d'arbitrer aussi aux internationaux, donc à l'IMAF, donc la Fédération internationale. Et j'ai arbitré, j'ai fait deux championnats d'Europe et un mondial. Et je me suis fait repérer aussi par rapport à mon travail là-bas, parce qu'en fait, on est à peu près 80 officiels sur une compétition comme celle-ci. Et il y a 16 finales juniors et 16 finales seniors. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 16 personnes qui ont la chance ou l'honneur de pouvoir faire les finales. D'accord. Et à chaque fois, j'ai fait finale junior, finale senior. Donc top, du coup, voilà. C'est comme ça que je me suis fait repérer aussi par Marc Godard. Et c'est par sa confiance qu'il m'a proposé aussi de faire donc notamment le premier UFC
arbitre au Ouais, premier UFC à d'accord, donc Paris. c'est Marc Godard qui t'a... Voilà, et là j'ai fait, ça fait partie d'un souvenir, je pense que ça peut être une question aussi à poser, mais ça a été un de mes plus gros souvenirs en tant que pratiquant de sport de combat, même si on se rappelle toujours de tel combat ou telle chose. Bien sûr. Mais là j'ai fait un strike parce que c'était la première fois à l'UFC à Paris. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai fait l'ouverture, le premier combat. Et je suis le premier Français à avoir arbitré à l'UFC. Donc, bon, voilà, une fierté supplémentaire à ajouter. Donc, c'était vraiment sympathique. Et puis, notamment, maintenant, là, ce week-end dernier, tu vois, j'étais en Pologne, j'ai arbitré au KSW. Okay. Je dois être sur le KSW 100, un gros KSW que je vous invite à venir voir à Nanterre. Ils annoncent pour 30 000 personnes. Donc, ça va être la première fois qu'ils vont annoncer 30 000 personnes pour voir des combats de MMA. Il y a des places à vraiment pas cher. Saladin Parnasse contre Varela. Saladin Parnasse en main event avec Wilson Varela de Marseille. Donc c'est Paris versus Marseille aussi. Paris, donc c'est sympa. Alors, ils se connaissent bien, mais ça va être un très très beau combat. Et donc, voilà, je vous invite vraiment tous ceux qui nous regardent chez Trotters Fight Club de venir voir cet événement-là parce que le KSW, c'est un show à la japonaise. Comme le Pride, c'est énorme. C'est des écrans géants, c'est de la musique, c'est de l'ambiance, c'est un show lumière et tout ça. C'est pas l'UFC, mais en termes de show, c'est vraiment extraordinaire. Et ils font des places, je crois, à 25 € à la Nanterre Arena. Grosse Nanterre, grosse Arena. Donc il faut y aller, quoi. Super. Bah écoute, merci beaucoup Loïc pour ton retour sur l'arbitrage. Et comme il disait Loïc, on vous invite à aller voir le KSW. Du coup, à Nanterre, ça va être un très très bel événement. Merci beaucoup Loïc pour ce retour. Avec grand plaisir. Donc maintenant, on va aborder une autre thématique qui est importante à la chaîne, puisqu'à la base, Trotters TV est une chaîne de voyage, de passion. Est-ce qu'il y a un voyage dans votre carrière de combattant ou d'arbitre qui vous a marqué, et en bien ou en mal? Donc, on va commencer par toi, Daniel. J'en ai plein, hein, mais un qui m'a, on va dire, marqué, c'est j'étais parti avec... parce qu'à l'époque, le karaté, on faisait de tout à l'époque. On faisait des katas, le contact, on touchait à tout. Et puis, on était parti en Allemagne, en tournoi international. Et il y avait pas kata, il y avait kata et il n'y avait pas de représentant. Et moi, quand on faisait beaucoup, en plus... Donc j'avais la chance, avec l'équipe de France, de combattre. On avait gagné déjà. Et j'ai fait kata. On m'a demandé qui veut faire kata. J'ai fait kata. Et la chance, c'est que j'ai gagné aussi. Donc j'ai pu gagner en combat et en kata. Et en plus, j'avais refait le kata en démonstration. J'avais été décoré encore une autre fois. C'est beau. En tant que combattant à la base. En tant que combattant de base, je n'avais pas prévu, mais je me suis lâché en kata. Donc on va dire c'est un souvenir. Mais sinon, après le reste, j'en ai plein d'autres. C'est très rare en karaté, ça. Voilà, c'est très rare. J'avais fait les deux. Et du coup, voilà, j'avais gagné dans les deux. Et en plus, ils m'ont redemandé de le faire en démonstration. Et je l'avais refait en démonstration. Donc je suis reparti avec 3 trophées, quoi. Et bah super. Bah écoute, beau souvenir. Voilà, mais sinon j'en ai plein d'autres. Mais on s'arrête là, quoi. Ok, merci beaucoup, Daniel. Loïc, est-ce qu'il y a un souvenir de voyage dans ta carrière qui t'a marqué? Ouais, alors... Dans ta question, tu as parlé de en bien et en mal. Moi, en fin de compte, c'est dans les deux parce que on avait, on boxait à haute tension, gros club de boxe taille à l'époque, de feu Jean-Marie Merchet. Et on avait 2 gars qui devaient combattre au Japon en shootboxing. Okay. Et c'était extraordinaire parce que c'était en 2000. Voilà, c'était en 2000. Ouais, 2000, ouais, c'est ça, 2000. Et la première fois que je faisais un voyage de plus de 10 heures déjà d'avion. C'était extraordinaire. Et puis le Japon. Ouais, le Japon, c'était à l'époque, les trucs sortaient au Japon, les trucs électroniques, et ça sortait pas en France, quoi. Même en Europe. C'était incroyable. Et donc, du coup, Jean-Marie m'a dit, écoute, il y a une possibilité de partir au Japon, tu veux venir? Il y avait Cyril aussi. Donc, nous voilà partis avec 2 boxeurs, de haute tension, Jean-Marie, Cyril et moi, au Japon. Et puis, déjà, rien que le fait d'arriver, on sort de l'aéroport, on a une voiture, il y avait des écrans télé dans la voiture, la porte s'ouvrait électriquement, c'était un truc de ouf, on était là, on était comme des gamins, on était regardés partout et tout ça. Et puis, on a pu aller s'entraîner rapidement 1 heure chez Sakuraba. On était super étonnés parce que la salle était toute petite. De mémoire, la salle, elle faisait 50 mètres carrés, quoi. Le tatami, il était tout petit. Okay.
Et j'étais dégoûté. Pourquoi? C'est pour ça que je te dis le mal et un bien. C'est que le bien, bah, j'ai pu aller là-bas, au Japon, c'était extraordinaire. Et le mal, c'est que bah, j'avais combattu un championnat d'Europe, je remettais mon titre en jeu, et je me pète les croisés. C'était la première fois, parce que du coup, j'ai eu 2 fois le même genou sur les croisés. Et bah, j'étais dégoûté parce que je voulais tellement m'entraîner au Japon, montrer, parce que moi je voulais combattre au Pancras japonais, je voulais aller à la Ligue Pro, tu vois, c'était mon rêve. Au-delà du Pride et de l'UFC, c'était d'aller combattre au Japon, parce que la culture japonaise, c'est quelque chose que j'aime assez. Et bah, j'avais le genou en vrac, ma jambe ne tenait pas réellement, quoi. Et donc, du coup, bah, Cyril s'est entraîné. Il avait tourné avec des mecs, tout ça. Et moi, j'étais là, je regardais, j'étais frustré. Donc, voilà, mais super gros souvenirs. Et puis après, bah, comme on n'est plus tout jeune, c'est vrai que des souvenirs, on en cumule beaucoup. Plein, mais on va dire que celui-ci, c'est un qui m'a marqué. Ouais. D'accord, ouais, bien et mal alors. Et bah, écoute, merci Loïc. Le Japon. Gilles, est-ce que tu peux nous raconter un souvenir de voyage en bien ou en mal? Ok, alors, souvenir de voyage marquant. Donc en plus, c'est bien que ce soit une chaîne de voyage parce que justement, les arts martiaux, c'est ce qui m'a fait voyager toute ma vie. Ouais, et moi, j'ai beaucoup voyagé. Aussi, au Japon, une vingtaine de fois, au Brésil, une vingtaine de fois, aux États-Unis, partout. Donc voilà, j'ai passé ma vie en fait à voyager. Vraiment. Tous les mois, j'étais parti. Alors, premier souvenir, on va dire entre guillemets rigolo, c'est au championnat du monde de Jiu-Jitsu, donc en 96. D'accord. Donc là, c'est la découverte du Brésil avec le Jiu-Jitsu, le Vale Tudo. Donc c'est une ambiance très, très agressive. Hein. C'est pas ambiance judo. Là, c'est ambiance Vale Tudo à l'époque, à l'ancienne. Et puis ce qu'il faut savoir, si je te fais, parce qu'à l'époque, c'est vrai que le Brésil, c'était l'antre du free fight, du MMA. Ouais. C'était des combats IVC, tout ça. Les rings, ça ressemblait même pas à des rings. Les cordes, c'était des cordes de bateau. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Donc, je m'imagine que quand tu as dû aller là-bas, tu devais être comme ça, quoi. Hein. C'est ça. Donc, l'anecdote, il y en a deux petites au Brésil. La première, c'est chez Carlson. Quand on va au club de Carlson, on arrive à la séance des professionnels. Et donc, on voit Belfort très jeune, Minotaur déjà, enfin, les Marius Perry, en train de s'entraîner torseron, enfin, en short, quoi. En short, shorty, là. Et là, on voit Carlson qui hurle, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Non, mais là, vraiment, c'est impressionnant. Là, on voit le gratin du combat brésilien. Donc, déjà, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est quand on combat au championnat du monde, en fait, comme c'était les premiers, donc il y avait beaucoup de tension. Alors, durant les échauffements, ils avaient mis la police militaire à l'intérieur. Mais la police militaire en treillis, avec les M16 en bretelles, comme ça. Et donc, en fait, pendant que ça chauffait, ça c'est l'anecdote, j'avais un militaire à côté de moi avec son M16. Ouais. Donc, je me disais, bon, faut pas que je glisse, quoi. Ça, c'est la première note. Donc, c'est une anecdote plutôt positive. Après, celle du Japon, qui m'a plus marqué, c'est quand je suis invité en 2000 au Pride Grand Prix. Donc je vois le fameux combat entre Royce Gracie et Kazushi Sakuraba qui dure 1h30, donc une tension énorme dans un combat. Donc ça je m'en souviens, j'avais le cœur qui se serrait, quoi, parce que l'arrivée de Sakuraba, la tension avec les Gracie, c'était historique ce qu'on voyait. Et l'anecdote, on va dire rigolote, et en même temps pas rigolote, c'est qu'en fait, c'était au Tokyo Dome, on était en 2000, j'étais assis, mais je ne savais pas que moi-même, 2 ans plus tard, j'allais me retrouver au Tokyo Dome, sur le même ring, avec le même mec. Ouais. Et c'était Sakuraba. Ouais, Sakuraba. Et Sakuraba, l'anecdote, c'est quand je l'ai combattu, donc moi j'étais le type, faut dire la vérité, le faire-valoir parfait, qu'on lui a trouvé, comme il était blessé. Fallait un type, bon, pas fort, donc c'était moi. Et donc, quand je suis arrivé au Japon, pour le combat, j'ai jamais vu. En fait, ce qui est rigolo, c'est que la première fois que je l'ai vu, Sakuraba, c'est dans un DVD. La deuxième fois que je l'ai vu, c'est en vrai sur un ring. Ah ouais. Donc ça a été, c'était une drôle de sensation. C'est rigolo parce que on parle, nous, on est des anciens, donc on parle de nom, de Sakuraba et tout. Bien et sûr. Je pense que tu as beaucoup d'internautes qui sont là, mais c'est qui Sakuraba? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Sakuraba, c'était le Gracie Hunter. C'était l'un des Japonais qui avait battu la plupart des membres de la famille Gracie, quoi. Voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est le Japonais extraordinaire, quoi. Un peu foufou, enfin pas un peu foufou, complètement foufou, mais très fort. Et très fort, je l'ai senti. Voilà. Merci pour ce remplacement Loïc, et merci à vous pour ces anecdotes. Et maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Donc, je vais vous demander, quelle a été la plus grosse adversité que vous avez rencontrée dans votre carrière?
Donc, je vais commencer par toi, Daniel. Quelle a été la plus grosse adversité? Que ce soit un adversaire ou une épreuve difficile à surmonter? Moi, c'est une épreuve. C'est-à-dire que dans les années 80, 85, j'ai eu un accident de moto. J'ai eu ma jambe droite fracassée. J'étais en équipe de France. D'ailleurs, cette année-là, j'avais loupé la Coupe d'Europe, parce que ça m'est arrivé un lundi, je n'oublierai jamais. Le samedi, j'avais la Coupe d'Europe, ça m'avait sauté, et j'avais perdu. J'étais aussi éliminé des championnats du monde en Australie, à Sydney. C'était la même année. C'était une sale année. Et je me mariais en plus. 2 semaines après, donc j'avais le mariage, c'est un beau souvenir. Mais c'est un beau souvenir. J'étais obligé de repousser. Attention à ce que tu vas dire. Mais ce que je veux dire, c'est que mon objectif, c'était de me remettre d'aplomb, c'est de me retaper. Et j'ai pu bien me retaper à fond et je suis retourné en équipe de France après. Ah oui, tu as réussi après ça à revenir. Voilà, j'ai pu revenir après, mais je me suis donné. J'ai transpiré, j'ai bossé pour en revenir là. D'accord. Donc voilà, c'était super, c'est court et efficace. Voilà. Merci. Loïc, est-ce qu'il y a... Écoute, des similitudes avec ton père. Parce que je pense que c'est beaucoup aussi ce qui fait une force de la longévité, c'est l'abnégation et cette capacité à rebondir, et à se rendre encore plus fort. Moi, justement, on parlait du Japon, donc comme je te disais que je m'étais pété le genou sur un combat, un championnat d'Europe, donc j'avais pas pu m'entraîner, donc genou pété, donc se faire opérer. Et puis les croisés, c'est 1 an. Et puis à l'époque, il y a 25 ans, 30 ans, je veux dire, tu t'opérais des croisés, et puis tu n'avais pas un suivi médical comme maintenant, etc. Bref, donc du coup, tu suis le protocole, le kiné, voilà, un peu de muscu, etc. Mais entre-temps, les élèves que j'avais, ils avaient augmenté de niveau. Mes potes avec qui je m'entraînais, donc ils avaient augmenté aussi leur niveau. Et puis moi, putain, j'étais à la ramasse, quoi. Et puis voilà, c'était le fait de dire, j'ai tout à refaire. J'ai tout à refaire. Je suis blessé au genou, il faut que je remonte, échelon par échelon, étape par étape, de la condition physique, de la technique. Et puis pour arriver à repartir sur un tournoi. Ma première compétition après opération, c'était un tournoi en Hollande, un 2 handle, un gros tournoi. Où c'était un tournoi de 3 combats dans la soirée. Et je gagne, je fais un strike aussi. Donc je fais premier combat, je fais un juji depuis la garde. Anecdote, j'ai le bras du gars, le bras il craque. Et je dis, il y avait Jean-Marie Cyril dans le coin, et je dis, son bras il craque. Jean-Marie dit, tu lâches pas. Et je tire, le mec il crie, hop, ça s'arrête. Hop, je passe au deuxième tour. Deuxième tour, je tombe contre un Allemand. Et il était déjà marbré un peu partout, toi, je le regarde comme ça, et dans ma tête, j'ai vu tellement marbré, je lui dis, je vais te marbrer encore 2 fois plus, quoi. Et le combat, il a duré même pas 1 minute, parce que je lui fais un enchaînement, j'aime bien le foie, donc je fais un enchaînement point, et je lui envoie un coup de genou, et je le touche au foie, et il tombe KO. Et j'arrive à la finale contre la star du tournoi, qui est un Hollandais, toujours. Alors moi, j'ai jamais été balèze avec des gros muscles, mais le mec était super balèze, avec gros muscles comme ça. Moi, ça m'a toujours excité, toi, c'est pas le côté qui m'impressionne, mais qu'un balèze, ça m'excite. J'ai envie de me dire, tiens, je vais voir ce que ça donne derrière. Tu vois. Et là, pour l'anecdote aussi, donc il y avait donc Jean-Marie toujours, et Cyril, il était toujours avec moi, et Cyril s'était pété la cheville, donc il avait le pied dans le plâtre. Et là, toujours les règles un peu bizarres. J'enchaîne le mec, le gars, je le sonne, le mec KO, et l'arbitre, il s'interpose, et il veut arrêter le combat, et je pousse l'arbitre. En gros, je dis, pousse-toi l'arbitre, je veux continuer. Donc l'arbitre, il revient, et là, les Hollandais, grosse émeute et tout le monde commence à se rapprocher du ring. Et il y avait Cyril qui était avec sa béquille, qui disait, putain, si ça bouge, putain, je vais être dans la merde. Donc du coup, je suis à 2 doigts de me faire éliminer, mais le mec, il dit, non. Et le combat repart. Donc toi, vraiment, des trucs un peu chelous. Et là, je l'enchaîne et je le mets KO, et le gars, il tombe KO comme ça. Vraiment, les bras en croix. Et puis, je suis là, je fais, excusez-moi, tout plus vite. genre, voilà, non, excusez-moi, on va pas faire une émeute et tout ça, etc. Et donc, du coup, voilà, c'était ce souvenir de dire, voilà, je me suis blessé, il a fallu que je me répare. Et le beau souvenir, que je fais 3 combats dans la soirée et je gagne. Et il y avait Otis qui avait combattu, il y avait Jean-Louis Alberche qui avait combattu, super combat. Voilà, c'est une grosse génération de combattants. C'est un bel exemple. Ouais, c'est un bel exemple, comment tu as surmonté ça. Merci Loïc. Super. Et toi, Gilles, alors? Alors moi, j'en ai beaucoup. Si tu devais en dire une, et on va devoir bientôt conclure, donc... Ok, fais vite. Mais tu sais que Gilou, voilà. Vous êtes sûr un dos d'éléphant? Je m'appelle Gilles.
Non, enfin, il y en a eu beaucoup, mais bon, celle où vraiment, voilà, là, entre guillemets, là, on a toujours un moment de renaissance, quoi. Ouais. Après le Pride, j'ai un énorme passage à vide. Je fais une énorme dépression. D'ailleurs, Ouais. Cyril Diabaté parlait de la dépression, et il a raison. Donc imaginez, je vais au Pride, je prends une branlée monumentale, j'ai pas du tout le niveau, je me fais humilier, je perds mes moyens, enfin une catastrophe. C'est international, c'est à travers le monde entier. Voilà, quoi. donc c'est pas c'est- compliqué. ouais. En un combat, j'ai effacé tout ce que j'ai fait. Hmm. Toutes les victoires d'avant, même Bercy, tu vois, ça disparaît. Tout le travail. Voilà, donc c'est très dur. Avec Jérôme, bon, bah, je suis avec lui, en fait, je l'accompagne dans sa carrière. Moi, j'ai plus de carrière, j'ai plus rien. Et je suis en dépression aussi, donc je sais plus où j'en suis. Et puis en fait, bah, c'est grâce au Jiu-Jitsu que je vais revenir, parce que je décide. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis je suis en dépression, j'ai tout arrêté. Et à ce moment-là, j'ai un ami, Stéphane Choiset, qui croyait toujours en moi. L'amitié, c'est important dans les arts martiaux. David Giorsetti, c'est le président de la CFJB, mais c'est mon ami depuis 20 ans. Il a toujours été là quand j'étais tout seul. Donc voilà, j'ai Mohamed Temar, que j'apprécie beaucoup aussi. Dans le MMA, pareil. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, mais voilà, c'est des gens dans ma vie, dans les arts martiaux, qui ont toujours été droits et loyaux. Et ça, c'est le plus important. Et donc, bah, j'avais tout abandonné. Et donc, Stéphane Choiset arrive et me dit, voilà, Gilles, ça, c'est un billet d'avion. Pour Rio. Et je le regarde, je lui dis, mais Stéphane, pourquoi tu me donnes ce billet? Parce que je t'ai payé un billet pour Rio. Il n'est pas remboursable. Hein. T'en fais ce que t'en veux. Moi, je veux que tu participes au championnat du monde. Et je dis, Stéphane, ça fait 6 mois que je me suis pas entraîné. Je picole, j'ai pris 10 kilos, c'est ridicule. Quoi. Il dit, je m'en fous, Gilles, tu fais ce que tu veux, tu le jettes, au revoir. Et là, évidemment, conscience, culpabilité, il m'a payé un billet d'avion, c'est pas rien. Donc, je dis, il faut que j'y aille. Ne serait-ce que pour lui, pour son cadeau. Et là, j'ai disparu des médias, et tu le sais, Loïc, hein, voilà, j'existe plus, je suis mort. Je vais au championnat du monde. En plus, comme je suis très stressé, je prends des cachets parce que j'ai un problème aux mains à cause du stress, bref. Donc, je ne sais même pas si je vais pouvoir participer au championnat. Je réussis à participer. Et en fait, pour finaliser tout ça, je renvoie un message à 3 h du matin par mail à Stéphane. Je lui dis, Stéphane, j'ai fait 3e. Ah, c'est beau. Hein. Ok, bah c'est beau. Et grâce à ça, bah, le lendemain, bah, y a Fight Sport qui me téléphone. J'étais encore à Rayon en me disant, Gilles Arsène, on a appris pour la médaille parce que au mondiaux, en master, je précise master vétéran. Il n'y avait pas beaucoup à l'époque. J'ai été la 2e médaille française en mondial master. Donc ceinture noire. Donc là, d'un seul coup, tout est revenu. C'est-à-dire que coup de téléphone, Gilles Arsène, il se bat. C'est marrant comme les gens peuvent partir et revenir rapidement. C'est ça. C'est pour ça que justement, j'insiste encore une fois, David, par rapport au travail qu'il fait avec la CFJB, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est là, qui a toujours été là pour moi. Et c'est aussi ça les arts martiaux et les sports de combat. C'est les valeurs qu'on apprend. Parce Et que, puis c'est, comme tu disais, avec l'émission Trotters Fight Club, c'est vraiment aussi les voyages, parce que Et les ça voyages. nous enrichit, quoi. Voilà, Les ça. cultures différentes, voir, connaître des gens différents. L'enrichissement. Ouais. Et les arts martiaux, c'est vraiment très lié. Moi, à l'époque, Avec ton émission, du coup, c'est très bien. Avec l'équipe de France, moi j'ai fait beaucoup de pays d'Afrique. Ah À ouais, l'époque, aussi, on- ouais. le Zaïre, le Congo, l'Angola, le Sénégal, enfin, et d'autres. On a Super. tourné beaucoup, qui font moins maintenant l'équipe de France. Eh ben merci. Juste avant de conclure, je vais vous demander en 2 mots chacun, pas plus, on n'a pas plus que 2 mots. Qu'est-ce qui est la plus grande fierté de votre carrière en 2 mots? Daniel, je te laisse commencer. Bah, moi, elle est très simple. C'est bon, déjà, c'est ma passion, mais surtout d'avoir emmené mes 3 enfants en équipe de France. Voilà, ça a été ma plus grande fierté. Ta femme aussi. Et ma femme aussi. Et maman. Ma femme aussi. Maman aussi. En fait, championne de non, France. en fait, elle aurait pu rentrer en équipe de France, mais elle n'a pas pu parce qu'elle s'occupait des enfants et tout ça. Mais elle devait rentrer en équipe de France. Mais elle a quand même été 3e européenne et elle était quand même plusieurs fois championne de France. Voilà, malgré tout. Ok, mais bah, elle n'a pas pu rentrer super. officiellement. Eh ben, merci papa d'avoir fait tout ça. On embrasse d'ailleurs maman et Sandy et Davy, les frères et sœurs. Loïc, en 2 mots, 2-3 mots. Grande ta famille plus de grande fierté. karatéka, hein, c'est incroyable, il faut le dire aussi, hein, parce que Sarfati, bien sûr. voilà, c'est une famille de karatéka, et puis bah, quelque part c'est rare d'avoir le père, la mère, les enfants qui fassent du karaté. Tu vas peut-être avoir des petits enfants qui vont faire du karaté j'espère. bientôt, peut-être, imagine. En même temps, c'est obligatoire. Hein. Hein, T'as ouais, pas le c'est choix. obligatoire, t'as On pas va le essayer, en tout cas, on va essayer. Ouais, ok. Bah écoute, moi, non, bah, c'est assez récente. En fin de compte, c'est vraiment cette fierté d'être le premier Français arbitre à l'UFC. Bah, Voilà, c'est c'était une revanche un petit peu ouais, parce que bah, j'aurais tellement voulu combattre à l'UFC. Je vois tous les
potes avec qui on s'entraînait, hein, tout, on va dire David Baron, Cyril Diabaté, Xavier Foupapocam, c'était des petits jeunes avec nous hein, qui étaient là et ils ont tous combattu à l'UFC. Et puis moi, à chaque fois, j'étais blessé, donc j'ai raté toutes les échéances, notamment aussi au Pride. Tous ceux qui s'entraînaient avec moi, ils ont tous fait le Pride. Et puis bah voilà, c'était une petite revanche et d'être le premier arbitre à l'UFC sur le premier UFC Paris, bah, pour moi c'était magnifique quoi. Pas d'émotion pendant, mais une fois que j'ai terminé les combats et que j'ai pris mon téléphone et là j'avais les messages de mes proches, de mes enfants, de ma femme, de mon ex-femme. Tu vois, avoir concrétisé un rêve quelque part, là j'ai eu beaucoup d'émotions. Ouais, vraiment, j'ai pas pleuré, mais il en fallait pas loin. Ouais, c'est beau, bah, merci beaucoup Loïc. Et toi Gilou, en 2-3 mots, ta plus grande fierté? Bah, personnellement, je me sens pas particulièrement fier de moi. Parce que. T'en as fait des choses. T'en as fait des grandes choses. Oui, mais bon, honnêtement, je suis pas très nostalgique en fait. Ce que tu as accompli pour le JJB, ce que tu as accompli pour le jiu-jitsu brésilien. Ce que j'ai accompli, j'apporte ma pierre à l'édifice quoi. Maintenant, je suis dans l'ombre, donc maintenant, je suis là pour travailler, pour aider ceux qui arrivent. Ma fierté, c'est plutôt mes élèves. Voilà, j'ai eu des élèves qui ont été à l'UFC, Mehdi Bagdad par exemple, Michael Lebou, j'étais là un petit peu à ses débuts. Donc ça, c'est quand même une fierté comme ça. Et puis après, bon. Je sais pas, je suis pas là. Bah, si je peux te dire quelque chose, moi, tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as beaucoup aidé Nous, on est fiers de toi. Nous, on est fiers de toi. Et moi, tu m'as beaucoup aidé à grandir, à connaître des gens et aussi à m'aider, comme je disais tout à l'heure, comme un grand frère pour moi. Et ça, je n'oublierai jamais Gilles, sache-le. Donc, ça, tu peux être fier de ça aussi. Voilà. Et puis, je dirais juste un truc, c'est que ne serait-ce que d'être tous les trois là ensemble, on se connaît depuis 95, 16, 17, 18, donc ça fait bientôt 30 ans qu'on se connaît. Et on a toujours suivi, on a toujours suivi notre ligne de conduite. Et on peut être fier malgré tout d'être toujours là, présent, et puis d'avoir quelqu'un comme toi qui nous interviewe, qui nous pose des questions, intéressantes, qui changent aussi. Et d'être sur une chaîne comme Trotters Fight Club, c'est sympa. C'est important. D'ailleurs, le 19 janvier, on fait un stage ensemble. Oui, on fait un stage ensemble à Paris, dans le 7e arrondissement. Karaté, Jiu-Jitsu brésilien. Dans les projets notamment, vous avez un projet de stage bientôt le 19 janvier. Oui, qu'est-ce que tu as un projet bientôt, un stage que tu voudrais nous partager, ou quelque chose à court terme? J'ai mis en place des formations pour apprendre à juger des combats de MMA, donc je mets ça au fur et à mesure, et puis les galas, et puis le développement du MMA en France. Voilà. Et super, sachez tous les trois que c'était un grand honneur pour moi de vous recevoir. Merci de l'invitation. Merci à vous. Les téléspectateurs, je vous remercie grandement d'avoir suivi ce deuxième épisode du Trotters Fight Club sur la chaîne Trotters TV. Voilà, je vous remercie du soutien. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en envoyant des messages, notamment si vous regardez sur YouTube, vous likez, vous abonnez. Vous pouvez nous suivre sur notre Instagram, le Trotters Fight Club aussi. Et voilà, je vous souhaite sur ce une bonne soirée. Merci à tous, au revoir, à bientôt pour la 3e. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.